Avec Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, c'est une période un peu nouvelle qui va s'ouvrir peut-être pour les marchés avec les résultats d'entreprises qui vont monter en puissance aux États-Unis cette semaine. Ce sera un peu plus tard en Europe. On va déjà avoir quelques chiffres d'affaires, des chiffres de vente là sur le premier trimestre 2015. D'une certaine manière, on va lâcher un petit peu la macro pour se focaliser un peu plus sur les entreprises. Là, est-ce que ça peut induire un changement de régime sur les marchés ? Oui, mais vous avez tout à fait raison, on va plutôt rentrer dans la microéconomie, surtout aux États-Unis. Ouais. À la limite, en Europe, on est encore porté par le quantitative easing. Il va y avoir une réunion mercredi de la BCE qui va confirmer en fait que justement cette politique très accommodante va se poursuivre et donc va continuer à porter en fait l'ensemble des marchés. Et puis soutenu aussi par des fondamentaux qui s'améliorent en Europe. On a eu les derniers chiffres statistiques. Donc les marchés ont bien compris que ça se passait plutôt bien du côté de l'Europe. Une politique soutenue par les banques centrales. On se souvient, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les autres pays. En fait, c'est très clairement une politique en faveur des marchés actions. Il ne faut pas s'y tromper. On a l'impression que plus 20% sur 3 mois, c'est un événement exceptionnel. Il faut peut-être penser à vendre. Ben non. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, sur les 6 dernières années, suite à la politique de la Fed, c'est une hausse de 185%, 30% de hausse par an. Suite à la politique de la Banque du Japon, sur les 3 dernières années, on a une hausse de 135% sur le Japon. On est à plus de 45% de hausse par an. Donc c'est phénoménal. La dernière en date, c'est les 2 dernières baisses de taux d'un directeur en Chine. On se souvient du mois de novembre. Depuis le mois de novembre, la bourse chinoise à Shanghai a augmenté de 60% en 6 mois et 30%, je crois, à Hong Kong. Et le marché, on attend encore plus de la part des autorités chinoises. C'est peut-être là aussi que le début d'une politique de plus en plus accommodante. Donc, soutien très fort des banques centrales égale très forte hausse des marchés actions. Donc la petite hausse, j'allais dire, de 20% et semble-t-il très faible. On attend encore plus de hausse sur les prochaines années en Europe et en France. Donc on fait un petit calcul. Si on a 50% de hausse sur 5 ans, on va être relativement prudent. On a forcément un CAC qui va toucher les 7800 points sur dans les 5 prochaines années. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reste pleinement investi puisqu'on sait qu'on a ce soutien des banques centrales ou on essaye de timer un petit peu et de profiter de certains mouvements. Justement, alors ça dépend. Chaque profil est différent. Mais qu'est-ce que vous conseillez là ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut espérer, je sais pas, à la faveur du mois d'avril ou du mois de mai, le traditionnel dicton qui nous dit qu'il faut vendre en mai, est-ce qu'il faut attendre justement des périodes comme ça de creux de marché avant de se repositionner, ou est-ce qu'il faut se dire voilà, j'adopte un horizon 5 ans sur les actions, c'est assez classique et je me dis que sur 5 ans le chemin est tracé, ce qui est toujours un peu compliqué parce qu'on sait que ça se passe jamais forcément comme on l'anticipe. Vu en fait, alors déjà il y a 3 grands profils d'investisseurs. Déjà les traders, je pense qu'on peut les éliminer. L'AMF vient encore de communiquer sur le fait que les traders gagnaient pas d'argent, donc c'est réservé à des spécialistes. Donc BFM anime une rubrique sur le trading régulièrement. Il y a des très grands spécialistes qui vont pouvoir profiter des mouvements intraday, mais globalement pour les Français qui nous regardent, je pense que c'est plutôt à déconseiller, à réserver aux professionnels. Il y en a qui gagnent de l'argent, je dis ça parce que là sinon on va avoir des réactions, vous allez voir, il y a tous ceux qui vont nous envoyer leur performance. Quelques-uns en gagnent de l'argent, beaucoup en perdent. Voilà. Exactement, c'est comme si vous disiez demain, il suffit de piloter une Formule 1. Non, piloter une Formule 1, vous allez dans le bac à sable et donc c'est à réserver quand même à des pilotes expérimentés. Profil particulier, ceux des traders intraday notamment. L'épargnant, traditionnellement, il investissait sur des produits de taux, livret A, fonds en euros, etc., marché obligataire. Malheureusement, aujourd'hui, ça rapporte plus rien, plus grand-chose. Troisième profil, l'investisseur. Donc vous investissez en fonction de votre horizon de placement, vous y tenez, vous bougez pas et vous respectez en fait ces mouvements. Et vous pouvez aussi déléguer à travers des fonds d'investissement, des gérants diversifiés, mais en fonction de votre profil de risque. Donc ça, c'est plutôt ce qu'il faut faire puisqu'on voit que l'épargnant sur des produits de taux va plus rien gagner en fait. Donc il n'y a pas le choix, j'allais dire. Le raisonnement par l'absurde pousse les gens à investir et à prendre du risque. Même si en tant qu'épargnant, je me considère avec un profil zéro risque, on va dire. C'est plutôt le choix de départ que je fais quand j'investis dans le livret A.
Malgré ce profil-là, il faut que j'accepte d'aller chercher un peu plus de risques parce que sinon, je n'aurai plus de rémunération. Oui, alors si c'est livret A, il faut absolument de la liquidité tous les jours. Vous voulez prendre aucun risque, ne faites surtout pas de marché action puisque vous serez forcément déçu. Mais si vous êtes un petit peu déçu par ces rendements et que vous avez un petit peu d'horizon de placement devant vous, n'hésitez pas à prendre le risque en fonction de cet horizon de placement. Alors après, c'est pas la peine peut-être de dormir pendant 5 ans, on peut regarder BFM et regarder s'il y a des opportunités. On voit effectivement qu'il y a des opportunités, des tendances à moyen terme. On a profité de la baisse de l'euro, on a parlé des retours à parité, on a parlé du fait que les marchés américains n'allaient plus trop gagner d'argent, on a parlé du fait que les marchés européens allaient rebondir. Un élément déclencheur à moyen terme, c'est les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc la hausse des taux directeurs sera forcément un élément perturbant. Donc autour d'un mouvement structurel d'exposition sur les actions, vous savez qu'au moment du mois de juin, il va forcément y avoir des nuages, il va forcément y avoir des mouvements. J'en veux pour preuve le président de la Fed de Richmond qui considère qu'il y aura un premier relèvement des taux de la Réserve fédérale le 16 et 17 juin. Ça va forcément perturber et amener de la volatilité. Donc en gros, les grandes masses, c'est plus trop d'intérêt sur les États-Unis. La microéconomie sera à l'œuvre sur les États-Unis parce que les achats, les mouvements de hausse indiscriminés sont derrière nous, mais il y a des rachats d'actions, il y a des opérations de fusion-acquisition, il y a des splits de sociétés avec General Electric, on l'a vu encore dernièrement. Donc tout ça va continuer. Donc ça veut dire que globalement, l'indiciel, le marché restera proche de zéro. Depuis le début de l'année, c'est entre 1 et 2% sur le Dow Jones. Mais à l'intérieur de ces indices, il va y avoir du stock picking à faire sur les différents dossiers. En revanche, sur l'Europe, c'est un mouvement haussier qu'on attend, je le disais en introduction, beaucoup plus fort. Il faut savoir que la collecte en ce moment est de 400 millions d'euros par jour sur les actions européennes. Sur les fonds actions. Sur les fonds actions. Parce qu'on parlera des ETF tout à l'heure aussi, donc les trackers qui collectent aussi énormément. Mais voilà, ETF et mutuel fonds collectifs, les deux collectent un maximum en ce moment, on va dire. 400 millions d'euros par jour. En début d'année, c'était 200 millions d'euros par jour. Donc le mouvement continue à être très solide. Donc voilà un petit peu. Alors l'autre élément qui peut perturber, alors il y a les États-Unis, il y a la Chine aussi, on en parlait, qui est en phase de ralentissement. Mais globalement, en fait, la tendance est tracée. C'est un peu la question. Quand on regarde les 3-4 grands marchés, là on a un marché action effectivement en Europe notamment, là qui est en train de nous dire ça va repartir, la croissance sera là demain et la belle croissance européenne. Est-ce qu'on va pas un peu trop vite en besogne? On a le marché obligataire, là toujours en Europe avec des taux négatifs, 0 voire négatifs pour beaucoup de taux souverains aujourd'hui, qui nous dit plutôt voilà, en termes de prix pour l'instant on est plutôt dans une logique déflationniste ou désinflationniste. Marché des matières premières qui reste déprimé, et pas uniquement sur le pétrole quand même, dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des matières premières industrielles là aussi qui sont des indicateurs économiques avancés qui ne se redressent pas. Donc on a l'impression d'avoir des marchés là qui nous disent des choses un peu complètement différentes d'une certaine manière. Alors vous avez tout à fait raison. L'avantage des politiques des banques centrales, c'est que ça donne beaucoup de visibilité. Ça met un couvercle sur tout ça. Un couvercle sur tout. L'inconvénient, c'est que ça crée des aberrations de marché. Le jour où les fondamentaux reviennent, ça bouge beaucoup et on retrouve de la volatilité. Vous avez tout à fait raison. Les actionnaires pensent croissance mondiale, ça va bien, 3, 3,1, 3,5 pour les plus optimistes. Donc on profite de ce mouvement. Les matières premières price en fait une récession, surtout en Chine, donc un vrai ralentissement en Chine. Les derniers indicateurs le prouve. Il y a encore une quinzaine d'analystes qui ont pricé une croissance au premier trimestre en Chine de 6,9 7,3. Et puis les taux d'intérêt sont particulièrement pilotés par les banques centrales. Donc là, c'est 0,15 sur le 10 ans allemand. Même au Portugal, on est sur des taux négatifs à 2 ans. Donc c'est pour dire qu'il y a des vraies aberrations de marché. Alors nous, on est plutôt très prudent, très méfiant sur les taux d'intérêt. Et donc, parce que les prix sont complètement faussés. Sont complètement fous. On est dans une vraie bulle aujourd'hui sur les marchés obligataires et donc du coup plutôt favoriser les actions, mais en faisant attention à ces à-coups à moyen terme. Donc on parlait des États-Unis avec la déception du mois de juin. Des secousses sur le marché obligataire, ça a forcément un impact à un moment ou à un autre sur les autres classes d'actifs. Une hausse des taux directeurs aux États-Unis, ça a forcément un impact sur les marchés, nos marchés européens. Mais en dehors de ces à-coups à attendre, voilà, c'est clairement le marché européen qui sera l'opportunité numéro 1 sur 2015. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, chaque lundi avec nous dans Intégral Bourse, directeur général de Morningstar en France. Pour tout savoir sur la bourse, suivez les marchés avec IG.com, spécialiste de la bourse en ligne.
Et c'est vrai que pour l'instant, ce sont les actions européennes qui focalisent l'attention. On le voit encore aujourd'hui, alors qu'on attend une ouverture en baisse à Wall Street dans une dizaine de minutes maintenant. Eh bien, on marque à peine une pause en Europe. Le CAC 40 qui continue sa progression. Alors, de plus en plus lente. C'est vrai que le mouvement est moins puissant peut-être que ce qu'on a pu avoir en début d'année, mais néanmoins, on est toujours en hausse aujourd'hui, plus 0,2%. Toujours sur de nouveaux plus hauts depuis plus de 7 ans maintenant, depuis janvier 2008. 5250 points environ sur le CAC 40. Le DAX à Francfort marque une pause, lui peut-être un peu plus clairement. On est en retrait sur l'indice allemand de 0,15%. La bourse de Milan progresse de 0,4% cet après-midi. La bourse de Madrid gagne 0,6%. L'euro-dollar, on n'est pas loin de retrouver nos plus bas récents, plus bas depuis 12 ans environ. On est à 1,0585. Alcatel-Lucent sous les feux de la rampe aujourd'hui. Retour des rumeurs d'intérêt de Nokia pour certaines activités d'Alcatel-Lucent. Le titre Alcatel prend 2,5%, 3,92 €. On a Orange bien orienté également, plus 1,75%. Vinci gagne 1,7%. Et puis l'aéronautique, Dassault Aviation avec ce nouveau contrat Rafale signé avec l'Inde et peut-être un troisième avec les Émirats. C'est ce que laisse entendre en tout cas Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Le titre Dassault Aviation gagne encore un peu plus de 2% aujourd'hui. Secteur pétrolier, parapétrolier qui se tient plutôt bien avec un rebond des prix du pétrole. Le titre Total gagne 0,6%. Technip gagne 0,85%. À l'inverse, dans le secteur lié aux matières premières, on a ArcelorMittal qui signe la plus forte baisse du CAC, moins 0,9% dans des marchés qui poursuivent leur progression, progression lente mais régulière pour le CAC 40 qui gagne encore 0,2% aujourd'hui au-delà des 5250 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Ouais, sur le marché obligataire, c'est relativement calme, même si le mouvement de baisse des taux se poursuit. Alors un peu moins puissamment effectivement qu'en début d'année, mais on est encore en retrait aujourd'hui, par exemple sur le 10 ans allemand, là sous les 0,15% de rendement. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine? Alors il y a toujours 2 points de focalisation sur le marché obligataire. Ce qui se passe aux États-Unis avec l'idée d'une hausse de taux de la part de la Banque centrale, de la Réserve fédérale américaine. Ce serait une première depuis plusieurs années maintenant. Et puis de l'autre côté, l'Europe qui, elle, vient de s'engager dans cette politique de rachat d'actifs. Donc on est sur 2 cycles complètement différents. Qu'est-ce que vous allez regarder de part et d'autre de l'Atlantique là? Il y a pas mal de choses en fait cette semaine. Rien aujourd'hui, mais ça va s'accélérer un petit peu plus tard dans la semaine. Bon, je dirais qu'il y a une statistique qui est assez intéressante si on veut parler des États-Unis, c'est celle qui va sortir demain sur la consommation, les ventes de détail. Pourquoi elle est intéressante? Parce que vous savez que la consommation aux États-Unis, c'est le moteur de la croissance du PIB. Elle a été très très forte l'année dernière, notamment sur le deuxième semestre. Elle a cru de 4,4% sur le 4e trimestre, donc c'est vraiment très très important, d'où le très bon chiffre de PIB. Par contre, sur janvier et février, on a vraiment eu des statistiques de consommation vraiment très décevantes. Alors la conséquence de ça, c'est qu'on a eu un taux d'épargne qui a pas mal remonté, puisqu'il est sur des niveaux de 6%, c'est-à-dire 1 point au-dessus de sa moyenne l'année dernière. Mais c'est vrai, voilà, on a des chiffres de conso qui n'ont pas été très très bons, et donc du coup demain, on va regarder cette statistique pour voir si finalement la météo qui n'a pas été extrêmement clémente sur janvier-février est un facteur explicatif, un peu comme l'année dernière, ouais, de ces mauvais chiffres. Il y a de bonnes raisons de penser que la statistique devrait être plutôt bonne parce qu'on a déjà eu les chiffres des ventes d'automobiles sur le mois de mars qui ont été assez soutenus, 5,5% de croissance par rapport à février. Parce qu'on a aussi la gasoline, enfin l'essence, qui a en moyenne été 10% supérieur en prix en mars par rapport à février. Donc ça, dans les ventes de stations-service, ça devrait être également positif. Et puis, comme je vous disais, le climat. Donc voilà, on va regarder cette statistique. C'est toujours important parce que je vous ai dit, la consommation, c'est un point crucial de la croissance. Et puis parce qu'on est toujours dans ce débat de savoir quand est-ce que la Réserve fédérale va enclencher sa normalisation de politique monétaire. Pour l'instant, le marché
semble vraiment ne pas beaucoup croire à l'option juin, qui reste sur la table, pourtant, à écouter les membres de la Fed, mais le marché n'y croit pas vraiment, et d'ailleurs d'une manière générale, le marché est extrêmement prudent par rapport à la hausse de taux. Pour vous donner un ordre d'idée, les futurs anticipent un niveau de taux Fed Funds, donc les taux directeurs en décembre de cette année, sur des niveaux de 0,38, c'est-à-dire une petite hausse des taux, alors que la Fed prévoit plutôt 0,625, c'est-à-dire deux bonnes hausses de taux. Donc vraiment le plus tard possible pour le marché. Oui, le plus tard possible pour le marché, effectivement, et même si on regardait les futurs sur 2016 l'année prochaine, c'est vraiment une grosse prudence, puisqu'ils sont à moins de 1%. Le marché anticipe des niveaux de Fed Funds en décembre 2016 à moins de 1%, alors que les fameux dot plots, la projection de niveau anticipé par les membres du Fed serait plutôt un point au-dessus, proche de 2%. Donc voilà, le marché obligataire sur cette politique monétaire est quand même reste extrêmement prudent pour l'instant. Merci beaucoup Yannick. Alors on aura donc ces ventes au détail pour le mois de mars aux États-Unis. Demain, ce sera un chiffre important cette semaine, et puis un peu plus tard, enfin après-demain d'ailleurs, mercredi, la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se réunit désormais, vous le savez, en 2015. Toutes les 6 semaines et non plus tous les mois. Donc cette réunion tombe le mercredi. Alors que traditionnellement, jusqu'à présent, les réunions avaient lieu le premier jeudi du mois. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. On parlait de ces ventes au détail attendues aux États-Unis demain pour le chiffre du mois de mars. On va prendre justement la direction de New York. Sabrina, on vous retrouve sur place à quelques minutes de l'ouverture. Bon, pas de grande tendance. En tout cas, le marché est plutôt même négatif là, juste avant l'ouverture chez vous. Oui, effectivement, il faut dire qu'on a une grosse semaine du côté de la macro, vous venez d'en parler avec votre invité, et puis aussi avec des résultats d'entreprise. La saison des résultats du premier trimestre prend véritablement son envol cette semaine, notamment dans le secteur financier. Beaucoup de publications, JP Morgan, Wells Fargo. Dans le secteur tech également, on aura notamment Intel, 36 sociétés du S&P 500 doivent lever le voile cette semaine sur leurs résultats trimestriels. En attendant, effectivement, on se cherche une direction sur ces marchés américains. On voit ça tout de suite à l'ouverture dans moins de 2 minutes maintenant, Sabrina. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les jours sur BFM Business, à 12h30, l'invité d'Edwige Chevrillon. Un face-à-face direct et sans concession avec le grand témoin du jour. À l'heure du déjeuner, Edwige Chevrillon reçoit les femmes et les hommes qui font l'actualité. L'invité d'Edwige Chevrillon, tous les jours, 12h30, 13h, sur BFM Business. Volvo V40. À partir de 229 € par mois. Entretien, garantie et assistance inclus. Vous avez aussi des salariés, et donc bientôt la complémentaire santé collective. Vous faites comment, vous? Notre agent MMA. Conseil, analyse et une bonne couverture qui colle à notre entreprise. Zéro tracas, zéro blabla, quoi. Tidorme de Deltador, votre maison vous obéit au doigt et à l'œil. Chez Century 21, bénéficiez d'une estimation gratuite de votre bien et de sa mise en pleine lumière. À découvrir chez century21.fr. Century 21, qui